sécurité, je tiens en premier lieu à vous remercier pour l'opportunité de vous présenter le rapport du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo. Je salue également la présence du représentant permanent de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Georges Ngonzola Ntalaja, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, du représentant permanent de la République du Rwanda et du représentant permanent de la République du Burundi. Depuis ma dernière intervention devant le Conseil, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est à nouveau considérablement dégradée. L'intensification du conflit avec le M23 et l'activisme persistant d'autres groupes armés, notamment les ADF, Zaïre et la Codeco pour ne citer que, continuent d'infliger des souffrances intolérables aux populations civiles et de dégrader une situation humanitaire de plus en plus dramatique. Au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri, des centaines de milliers de personnes ont fui les exactions des groupes armés et les affrontements entre le M23 et les FARDC, mais aussi entre Codeco et Zaïre. Au nord Kivu en particulier, les affrontements entre le M23 et les FARDC ont forcé 900 000 personnes à se déplacer. Les besoins humanitaires déjà immenses en République démocratique du Congo continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Les populations déplacées, auprès desquelles je me suis rendue, vivent dans des conditions extrêmement précaires. Je saisis cette opportunité pour plaider également pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023 porté à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Je condamne les entraves persistantes à l'accès humanitaire, notamment l'attaque d'un hélicoptère d'UNAS en février qui a contraint le PAM à temporairement suspendre ses vols dans les zones de conflit. J'appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à faciliter l'accès humanitaire aux personnes vulnérables où qu'elles se trouvent. Parmi ces déplacés, je souhaite insister sur la situation particulièrement précaire des femmes. Pour leur assurer une protection adaptée, il est impératif de financer le plan d'action national de prévention de l'exploitation et des abus sexuels 2023. Plus de 2 millions de dollars sont nécessaires pour soutenir ces activités, notamment dans les zones touchées par la crise du M23. Parmi les initiatives en cours, je salue la création d'un fonds de soutien aux victimes et l'assistance psychologique aux femmes mise en place par l'Organisation mondiale de la santé. Mr. President, Council members, in response to the... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, dans ce contexte d'insécurité et de crise humanitaire, la République démocratique du Congo prépare les élections générales prévues pour le 20 décembre 2023. Je salue l'engagement des autorités congolaises et de la CENI pour leur détermination à tenir les délais face aux défis logistiques, mais surtout face à l'insécurité. Dans l'Est du Congo, les violences, les affrontements, les déplacements de population et les zones sous contrôle du M23 constituent de sérieux obstacles au travail d'enregistrement des électeurs. Dans l'Ouest, les violences intercommunautaires dans la province du Maïdombe, qui n'ont toujours pas cessé, font aussi obstacle au processus. À la lumière de ces défis et conformément à son mandat, la MONUSCO, en partenariat avec les agences onusiennes,
soutient le processus électoral et a répondu présente en transportant 126 tonnes de matériel électoral pour la CENI au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. La MONUSCO soutient également l'inclusivité et la bonne conduite du processus électoral via des engagements avec les futures candidates et la société civile. Je salue les efforts de la CENI qui tentent de faire face aux défis opérationnels de l'enregistrement à travers l'extension des périodes d'inscription, la prise de sanctions contre les malversations de ses agents et la dénonciation des discours de haine. Le processus électoral reste cependant marqué par un manque inquiétant de confiance entre les principales parties prenantes de la société civile et de l'opposition et a même suscité l'appel au boycott de l'enregistrement des électeurs d'une partie de l'opposition. Je réitère mon appel à l'adresse de toutes les parties prenantes congolaises pour qu'elles travaillent ensemble en vue d'assurer un processus électoral apaisé, transparent, crédible et inclusif dans le strict respect de la Constitution et de la loi électorale. Je renouvelle la disponibilité de la mission à travers son mandat de bons offices à les accompagner en ce sens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, pour conclure, je tiens à remercier le Conseil pour son soutien continu à la République démocratique du Congo et à sa visite du 9 au 13 mars, marquant la solidarité et la mobilisation onusienne face aux défis sécuritaires, électoraux et structurels en RDC. Je note qu'elle fut rapidement suivie d'une visite du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, témoignant de la solidarité et de l'engagement de la région. Je salue également la visite du pape à Kinshasa du 31 janvier au 3 février, porteuse de messages de paix et de réconciliation en ces heures difficiles pour le pays. Enfin, mes remerciements vont à nouveau à tous les pays contributeurs de troupes et d'unités de police et leur personnel et aux personnels civils nationaux et internationaux de la mission. Je salue leurs efforts continus en soutien aux autorités nationales et provinciales, aux forces de défense et de sécurité pour la mise en œuvre de notre mandat dans un contexte particulièrement difficile. Je vous remercie. Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale pour sa présentation et je reviendrai sur 3 points. Premièrement, les efforts doivent converger pour garantir l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'1 an, les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne, déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, le M23 s'est retiré de certaines positions, notamment autour de Saké. Ces premiers désengagements doivent se poursuivre conformément au processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. La séquence agréée par tous et rappelée par le président Macron lors de son déplacement à Kinshasa le 4 mars dernier doit aboutir. Respect du cessez-le-feu, vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais doit cesser immédiatement. Les processus de Luanda et de Nairobi doivent se renforcer mutuellement. La France salue les efforts de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, dont le déploiement doit se poursuivre dans les zones libérées par le M23. La France salue également l'envoi prochain d'un contingent angolais pour sécuriser les zones de cantonnement du M23 et protéger le mécanisme ad hoc de vérification. Elle condamne par ailleurs les attaques menées par les groupes armés ADF et Codeco, ainsi que les activités continues des forces démocratiques de libération du Rwanda. Tous les combattants doivent désarmer. L'ensemble des acteurs, et c'est mon second point, l'ensemble des acteurs sur le terrain doivent unir leurs efforts pour protéger les civils et les personnes les plus vulnérables. La MONUSCO
et les forces armées congolaises doivent œuvrer conjointement pour protéger les civils de manière cohérente et coordonnée avec les forces régionales. La France appelle le secrétaire général et les États membres à mettre à disposition de la MONUSCO les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son mandat. Elle doit également être en mesure de soutenir le déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Le soutien aux autorités congolaises doit se poursuivre afin qu'elles puissent assumer leur responsabilité première de protection des civils. Ce même esprit de partenariat doit prévaloir dans la réponse humanitaire. Le Conseil de sécurité a noté la mobilisation remarquable des acteurs, notamment ceux des Nations Unies, lors de sa visite au camp de Bouchagara. Davantage de sites doivent être mis à disposition par les autorités congolaises pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées. La France est mobilisée face à l'urgence humanitaire autour de Goma. Elle apportera une aide de 34 millions d'euros pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Dans le cadre du pont humanitaire aérien de l'Union européenne, 3 vols ont permis d'acheminer 100 tonnes de frais, comprenant des abris d'urgence, des kits d'hygiène et des médicaments. L'Union européenne apportera une aide humanitaire de 50 millions d'euros à la République démocratique du Congo en 2023. Troisièmement, les avancées doivent se poursuivre en matière de justice et pour préparer les élections prévues au mois de décembre prochain. Des avancées ont lieu en matière de lutte contre l'impunité. Je pense notamment à la loi promulguée en décembre dernier pour la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles. Les efforts doivent aussi se poursuivre en termes de justice transitionnelle pour assurer la protection des droits de l'homme et pour lutter contre les discours de haine et les incitations à la violence. Enfin, la France réaffirme son soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution. Des efforts majeurs ont été déployés pour initier l'enregistrement des électeurs. La MONUSCO apporte son appui logistique. L'organisation de la francophonie est aussi mobilisée à la demande de la Commission électorale nationale indépendante pour accompagner les institutions et la société civile impliquées dans le cycle électoral. Les conditions doivent être réunies pour la bonne tenue des élections sur l'ensemble du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Un chemin vers la paix est possible si chacun se montre à la hauteur de ses responsabilités. Presidente, agradezco a la representante especial del secretario general en la República Democrática del Congo y jefe de MONUSCO, señora Bintou Keita, y saludo la presencia de los representantes de la República Democrática del Congo, de Ruanda y de Burundi. Aprovecho esta ocasión para agradecer a los representantes permanentes de Francia y de Gabón por su liderazgo en la organización de la misión que realizamos los miembros del Consejo de Seguridad a Kinshasa y Goma en la RDC entre el 9 y 12 de marzo pasado. Esa visita reflejó el compromiso del Consejo de Seguridad de continuar sumando esfuerzos que permitan superar los desafíos que presenta la situación en la República Democrática del Congo. Para el Ecuador, además, significó una valiosa y única ocasión para ver de manera cercana, objetiva y transparente algunas de las necesidades, retos y oportunidades para la RDC. Agradecemos la apertura que tuvimos por parte de las autoridades nacionales, de la sociedad civil, de los miembros de la misión de Naciones Unidas para acceder a la información que hoy nos permite entender de mejor manera mucho de lo que usualmente leemos en los informes que recibe este Consejo. Señor Presidente, reconocemos la labor que ha realizado la Comisión Nacional Electoral Independiente en la fase de registro de votantes para las elecciones de 2023. Nos alientan los esfuerzos realizados para incrementar la participación de mujeres y llamamos a potenciar este tipo de iniciativa a la luz de la Agenda sobre Mujer, Paz y Seguridad. No deja de preocupar el efecto en la población por el deterioro en las condiciones de seguridad y que esto pueda poner en riesgo los próximos comicios electorales. Reiteramos, por tanto, a todos los actores involucrados el pedido de continuar trabajando para asegurar elecciones libres, transparentes e inclusivas como único mecanismo para alcanzar la transición
hacia un proceso de paz duradera. Señor presidente, el Ecuador condena los ataques que distintos grupos armados como ADF, Codeco, M23, Mayi y otros realizan en contra de la población civil y reconocemos la enorme labor que realiza la MONUSCO para dar seguimiento e información al respecto dentro de las principales zonas de operaciones de la misión en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. El Ecuador considera imprescindible que la misión cuente con los recursos necesarios para cumplir esta labor con el fin de garantizar el acceso humanitario y la asistencia para la protección de civiles. La señora Keita esta mañana nos ha presentado un comprensivo informe sobre este tema que requiere la mayor atención del Consejo en cada uno de los temas que usted ha resaltado, que la señora Keita ha resaltado. Este órgano tampoco puede permanecer indiferente ante la violencia que vive la RDC. Los altos niveles de abusos y violaciones de derechos humanos, con 844 casos reportados, de los cuales al menos 628 corresponden a ejecuciones sumarias y extrajudiciales, 11 de ellas mujeres y 52 niños, evidencian la situación de emergencia que vive el país. Finalmente, este Consejo tampoco puede ignorar, como se constató durante la visita a la RDC, a la que me referí al inicio de mi intervención, que existen factores que se originan en Ruanda y que podrían exacerbar las tensiones, por lo que hacemos un llamado e instamos a que cualquier diferencia existente se resuelva a través del diálogo y de los mecanismos de resolución de conflictos establecidos, como puede ser el Acuerdo Marco para la Paz y Seguridad para el este del país. Muchas J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des membres des A3, à savoir le Ghana, le Mozambique et mon pays, le Gabon. Je saisis cette occasion pour saluer le travail remarquable de Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général, dont le Conseil a été le témoin direct lors de sa récente mission en République démocratique du Congo. Son exposé exhaustif nous fournit des éléments complémentaires qui permettent une meilleure appréciation des activités de la MONUSCO et de la situation en République démocratique du Congo. Je salue également la présence du représentant permanent de la République démocratique du Congo, du représentant permanent de la République du Rwanda, du représentant permanent de la République du Burundi à cette réunion. Monsieur le Président, notre intervention portera sur 4 points, notamment sécuritaire, politique, économique et humanitaire. Les A3 sont particulièrement préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Kivu, en raison de la récurrence des attaques des groupes armés. L'Est de la RDC est constamment confronté à une spirale de massacres et de violences inouïes, visant indistinctement les enfants et les femmes. Ces violences, perpétrées principalement par les groupes armés du M23, les Forces démocratiques alliées, ADF, la Coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et autres groupes rebelles, ont instauré un climat de terreur au sein de la population. Depuis plus de 25 ans, la République démocratique du Congo suffoque sous le joug des groupes armés locaux et étrangers, avec plus de 10 millions de morts. Des jeunes Congolais sont sacrifiés, déscolarisés et enrôlés de force dans les groupes armés, tandis que les femmes sont régulièrement victimes de violences sexuelles. Les pillages et exactions de masse à Kicheche en novembre 2022 et plus récemment ceux de Beni le 9 mars dernier, la prise d'otages et le massacre d'une dizaine de personnes le 26 mars près de Bunia sont la parfaite illustration de l'ignominie des groupes armés qui sévissent en RDC. Et la population des provinces de l'Est de la RDC, soumise à un cycle continu de barbarie,
semblent se résigner à un destin obscur. Monsieur le Président, l'occupation d'une portion du territoire congolais par le M23 et le regain de la violence dans les régions occupées a entraîné une mobilisation de l'essentiel des ressources des autorités congolaises et cristallisé les efforts des FARDC pour tenter d'endiguer les actions de ce groupe malveillant. Le CODECO, les ADF et les autres groupes armés ont ainsi multiplié les attaques contre les civils, intensifié les pillages et amplifié les atrocités contre les populations en utilisant des engins explosifs de plus en plus sophistiqués. Le Gabon, le Ghana et le Mozambique condamnent cette barbarie et exigent la cessation des exactions contre les populations civiles, le retrait de tous les groupes armés étrangers des zones occupées, l'adhésion des groupes locaux au processus de Nairobi, au programme de démobilisation, de désarmement, de rétablissement communautaire et de stabilisation, en abrégé PDRCCS, et la cessation immédiate de tout soutien extérieur. L'autorité de l'État congolais doit être restaurée à l'est du pays. Nous encourageons la RDC à poursuivre ses efforts dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. L'appui de la MONUSCO est à cet égard essentiel pour une meilleure protection des civils. Les A3 rappellent la nécessité de doter la mission des moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre de son mandat. Il est également important que le mandat de la MONUSCO soit mieux appréhendé aussi bien par la RDC que par les pays contributeurs de troupes en vue d'une coordination renforcée sur le terrain. Les A3 saluent à cet égard la contribution inestimable apportée par la MONUSCO aux forces de défense congolaises. Nous reconnaissons leur apport significatif, notamment dans la protection des civils et le respect des droits de l'homme. Nous encourageons les efforts de coordination, de communication et de coopération entre les autorités congolaises et la MONUSCO. Nous dénonçons les campagnes de désinformation et de mésinformation dirigées notamment contre la MONUSCO et la force régionale est de l'Afrique de l'Est. Nous saluons les mesures prises par la MONUSCO pour combattre ces fléaux et ainsi que l'appui actif de l'Organisation internationale de la francophonie dans la mise en place des projets de partenariat entre les organisations de la société civile sur les questions de vérification des faits notamment. S'agissant de la transition de la MONUSCO, le Gabon, le Ghana et le Mozambique réitèrent l'impérieuse nécessité d'un retrait progressif ordonné en concertation avec les autorités congolaises. Les A3 se félicitent des progrès accomplis par le gouvernement congolais dans la mise en œuvre des critères de référence définis dans le plan de transition conjoint. Monsieur le Président, sur le plan régional, les processus de Nairobi et de Luanda sont des solutions politiques africaines de sortie de crise qui méritent d'être appuyées par toute la communauté internationale. Nous saluons la visite en RDC du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le CPS, et à la suite de celle que vient d'effectuer le Conseil de sécurité des Nations unies, dont la restitution a été présentée ce matin. Le Ghana, le Mozambique et le Gabon restent convaincus que la solution politique à la crise en RDC doit primer et s'appuyer sur les processus régionaux. C'est pourquoi la mise en œuvre des actions prioritaires contenues dans les accords de Nairobi et de Luanda en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 doivent être irrémédiablement appliquées. Nous nous félicitons du déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, de l'appui du Fonds de l'Union africaine pour la paix et rendons hommage aux pays fournisseurs de ces contingents pour leur engagement en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité régionale. Les A3 estiment qu'il existe encore une opportunité pour la paix et des relations amicales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui peuvent être facilitées par les initiatives régionales en cours soutenues par la communauté internationale. Nous saluons l'annonce du déploiement d'un contingent angolais dans le cadre du mécanisme de vérification et prenons note des préparatifs de la prochaine rencontre de Nairobi,
Nairobi 4. À cet égard, nous invitons les partenaires internationaux à soutenir les efforts de rétablissement de la paix en RDC en fournissant une expertise financière, technique et matérielle aux processus régionaux. Monsieur le Président, sur le plan politique, les A3 notent avec satisfaction le lancement de la procédure d'inscription sur les listes électorales et l'annonce le 13 mars dernier de l'inscription de 70% des électeurs attendus, dont au moins la moitié sont des femmes et des jeunes. Ce taux élevé d'inscrits démontre l'intérêt des populations congolaises au processus électoral. Nous invitons également les autorités congolaises à tout mettre en œuvre pour tenir des élections apaisées, inclusives et crédibles, conformément à la Constitution et à la législation du pays. Nous appelons tous les acteurs politiques congolais à participer à ces élections de bonne foi. Aborder la crise sécuritaire en RDC nous amène à nous interroger sur le pillage des ressources naturelles du pays qui sont la principale source de déstabilisation et la cause principale des exactions contre les populations. Les A3 soulignent l'intérêt de sanctionner tous les individus et toutes les entités impliquées dans le trafic illicite des ressources et qui, par ce trafic, alimentent les réseaux des groupes armés et les tensions communautaires. La communauté internationale ne doit pas rester indifférente aux souffrances du peuple congolais, aux larmes de détresse des femmes et des enfants de l'Est de ce pays. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la RDC demeure la proie des pires atrocités. Il est temps de faire cesser cette situation humanitaire chaotique. Nous devons tous nous y engager. Pour terminer, Monsieur le Président, les A3 réitèrent leur soutien au gouvernement, aux populations de la RDC et à la MONUSCO. Nous réaffirmons également notre attachement au respect de l'intégrité territoriale, de l'intangibilité des frontières et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Avant tout, je voudrais exprimer ma gratitude à la représentante spéciale du secrétaire général pour son exposé, ainsi que pour tout le travail accompli par la MONUSCO. Je salue la participation des représentantes permanentes de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Nous remercions la RDC pour son accueil lors de la visite du Conseil de sécurité. Les échanges avec les autorités, la MONUSCO et la société civile ont permis au Conseil d'acquérir une meilleure compréhension des enjeux liés à la promotion de la paix et la sécurité dans la région. Nous réitérons notre pleine solidarité à la population congolaise. Je mettrai l'accent sur 3 points. Premièrement, la détérioration de la situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme dans l'est de la RDC est alarmante. Depuis novembre 2021, le regain d'offensif du M23 a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes, intensifiant la crise humanitaire déjà désastreuse. Les attaques dirigées contre les populations et infrastructures civiles, notamment les écoles, hôpitaux et sites de déplacés par le M23 et d'autres groupes armés, sont inacceptables. Par ailleurs, nous sommes préoccupés par l'utilisation et le recrutement massif des enfants par divers groupes armés. Dans ce contexte, nous appelons toutes les parties à respecter le droit international et à garantir un accès humanitaire sans entrave aux populations. Nous rappelons que la responsabilité première de protection des civils appartient au gouvernement. La Suisse encourage la RDC à continuer sa collaboration avec la MONUSCO pour garantir un environnement propice à la mise en œuvre de son mandat et lutter contre la désinformation à cet égard. Deuxièmement, seule une solution politique coordonnée peut contribuer à la consolidation de la paix. Nous saluons les efforts diplomatiques au niveau national et régional pour adresser les causes profondes du conflit. Nous exprimons en particulier notre soutien au processus de Nairobi et de Luanda. Toute action militaire, y compris le déploiement de la force régionale d'Afrique de l'Est, doit s'inscrire dans le cadre des processus politiques en cours et amener les groupes armés à déposer leurs armes. Nous encourageons les gouvernements à continuer à mettre en place les conditions favorables à l'opérationnalisation du programme de désarmement
démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Par ailleurs, toutes les parties doivent arrêter immédiatement leur collaboration avec les groupes armés. Nous appelons le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Dans le même temps, nous appelons à ce que le soutien apporté aux groupes armés par certains éléments des FARDC cesse également. Troisièmement, l'état de droit et la lutte contre l'impunité doivent être renforcés. Le nombre élevé des violences sexuelles liées au conflit ne peut continuer à être ignoré. Nous sommes aussi préoccupés par les violences intercommunautaires et la propagation de discours de haine, notamment contre les populations rwandophones. Il est essentiel que le gouvernement assure une reddition des comptes et réétablisse la confiance entre les communautés et avec l'État. À l'approche des élections, nous encourageons les autorités à protéger l'espace civique et à garantir des processus démocratiques inclusifs, y compris avec l'opposition. Enfin, nous saluons la déclaration du président Tshisekedi lors de la Journée internationale des droits des femmes, appelant à une société égalitaire. À ce titre, nous espérons que les femmes, candidates et électrices, pourront s'investir pleinement dans le processus électoral à venir. Monsieur le Président, la Suisse est engagée pour atteindre une paix durable en RDC. Notre présence à Kinshasa et notamment à l'Est, avec des bureaux de coopération à Bukavu et à Goma, nous permet d'être le plus proche des populations et de leurs besoins. Les mois prochains, le président de la Confédération suisse devrait se rendre en RDC, notamment pour exprimer son soutien aux efforts politiques de paix. Alors que les violences se poursuivent, il est urgent de trouver une solution durable. En tant que membre du Conseil de sécurité, la Suisse s'efforcera de bâtir des ponts, soutenir les efforts humanitaires et de développement et contribuer à la consolidation de la paix en RDC. Je vous remercie. Président, pour m'accorder la parole. J'aimerais remercier également son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres, pour son engagement à la cause de mon pays. À ce remerciement, je tiens à associer tous les membres du Conseil de sécurité, sans oublier de mentionner les 3 représentants du continent africain au sein de cet organe. Monsieur le Président, ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, document S-2023-208 du 20 mars 2023, que Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO, que je salue, vient de nous présenter. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mme Keïta hier, et comme toujours, elle est vraiment pleine de très bons conseils et nous supportons l'œuvre qu'elle est en train de faire dans notre pays. Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire quelques commentaires sur les questions évoquées dans ce rapport et sur les différentes préoccupations soulevées par les membres du Conseil. La situation politique de mon pays, comme le souligne le rapport sous examen, est principalement dominée par la poursuite des opérations d'enrôlement en vue des élections électorales de 2023 et des efforts régionaux et internationaux visant à inverser la spirale d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant les élections, il est important de souligner que les opérations d'enrôlement qui ont débuté le 24 décembre 2022 vont se poursuivre tant à l'intérieur du territoire national qu'à l'extérieur, notamment en France, en Belgique, États-Unis et Afrique du Sud. Et Canada aussi, j'ai oublié le Canada. Je voudrais réitérer la volonté exprimée de mon gouvernement en faveur des élections crédibles, transparentes et inclusives. C'est aussi dans cet esprit de partenariat constructif que, sur demande du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a lancé un appel à l'Union européenne et aux autres partenaires, les encourageant à pouvoir déployer les observateurs lors des élections. Cette demande d'appui à l'observation électorale à ce stade du processus pourrait aussi contribuer au règlement de certains défis en amont. Monsieur le Président,
Au niveau régional, les efforts politiques, sécuritaires et diplomatiques se cristallisent autour du processus de Nairobi et de Luanda. Quant au processus de Nairobi, les travaux préparatifs de sa 4e phase se sont bien déroulés et le lancement de Nairobi 4 pourrait intervenir au début du mois de mai 2023. En bref, Nairobi 4 servira à aider les groupes armés ayant répondu à l'appel de déposer les armes à entamer la démobilisation et rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire en sigle PDDRCS. Le PDDRCS constitue à ce titre une colonne dans cette architecture de la paix. Les efforts que mon gouvernement fait sur fonds propres pour l'opérationnalisation de cette structure méritent d'être soutenus. Nous profitons de cette plateforme pour lancer un appel auprès des partenaires pour une plus grande mobilisation de fonds, prélude à la mise en œuvre plus efficiente de cette institution clé. Monsieur le Président, concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC, elle demeure clairement prédominée par l'activisme des terroristes ADF affiliés à la Daesh, de la Codeco et du M23, proxy du Rwanda. Les massacres inacceptables que perpétuent au quotidien ces groupes négatifs contre les femmes, les jeunes et les enfants de la RDC doivent s'arrêter. Le génocide oublié, dixit le pape François, qui se déroule à ciel ouvert à l'est de la République du Congo, doit s'arrêter. Permettez-moi de revenir sur le mouvement du M23 qui se confond si facilement avec l'armée rwandaise. Même si l'on observe quelques mouvements de retrait, nous voulons attirer l'attention de cet auguste conseil sur le nombre de cessez-le-feu déjà violés. C'est tout dire sur la versatilité de ce mouvement et de son parrain bien identifié. La vigilance du Conseil doit être de mise. Les pressions multiformes bilatérales et multilatérales ne doivent pas s'arrêter jusqu'à la reddition complète de ce mouvement et au retrait total des troupes rwandaises du RDF du territoire congolais qu'elles ont agressé. Monsieur le Président, que dire de la situation humanitaire, de la situation insoutenable des déplacés internes causés en majeure partie par l'activisme des groupes armés? Les membres du Conseil de sécurité ont eu, à l'occasion de leur visite à RDC, de palper du doigt cette réalité. Le plan d'aide humanitaire d'urgence 2023-2024, lancé à Kinshasa pour tenter de juguler cette crise, nécessite de plus amples financements pour sa mise en œuvre. Monsieur le Président, la MONUSCO demeure un partenaire important de la RDC. Mon gouvernement est à ce jour engagé dans un dialogue constructif avec la MONUSCO pour redéfinir le plan de transition. La vision de la RDC sur son partenaire futur avec la MONUSCO, son partenariat futur avec la MONUSCO, va impliquer la révisitation de ce plan et son ajustement. Je demande au Conseil de prendre réellement en compte les préoccupations profondes et pertinentes de mon gouvernement contenues dans le mémorandum du 10 mars 2023 que le gouvernement congolais a offert aux membres du Conseil de sécurité lors de leur visite à Kinshasa. Je demeure pleinement convaincu que ces éléments vont beaucoup aider en termes de la clarté et de la lisibilité des actions de la MONUSCO en RDC. La RDC, en tant que pays hôte, suggère en outre au Conseil pour cette période d'échéance 2023 une mutation de la MONUSCO, qu'elle puisse passer de la force de peacekeeping à une force de peacemaking ou à la limite à une force d'appui au FARDC. Mon gouvernement demande dans ce contexte la réactivation de la FIB. Monsieur le Président, avant de conclure, j'aimerais clarifier 2 points sur lesquels mon pays est souvent attaqué sans preuve. Le premier est celui du prétendu discours de haine ethnique contre les personnes à expression rwandophone. Les positions du président de la RDC, des autorités congolaises, de la société civile, incluant les grandes églises chrétiennes, dont l'Église catholique et l'Église protestante, sont claires et sans ambiguïté. Ils ne tolèrent pas ces discours
et les dénonce régulièrement. Les démagogues qui apparaissent de temps en temps dans les réseaux sociaux sont lus par une minorité de la population dont la majorité rejette les propos divisionnistes. Si les violences intercommunales se manifestent de temps en temps sur des querelles dues au conflit de terres ou d'accès aux cours d'eau, le Congo n'a pas vu des épisodes de violences meurtrières basés sur la xénophobie et la haine ethnique depuis 1994. Composé de 450 ethnies, le peuple congolais n'est pas divisé en majorité et minorité, qui est devenu fréquent en majorité et minorité, basé sur la xénophobie et la haine ethnique. Composé de 450 ethnies, le peuple congolais n'est pas divisé en majorité et minorité en compétition pour l'hégémonie. Compte tenu de l'intermariage qui est devenu fréquent en milieu urbain, la discrimination sur base ethnique est beaucoup moins prononcée aujourd'hui qu'elle ne l'était lors du régime colonial de diviser pour dominer. Par ailleurs, on doit se poser la question de savoir qui est plus haineux. La personne qui passe le gros de son temps à diaboliser les rwandophones ou celui qui tue et mutile des hommes, femmes et enfants innocents ou viole des femmes et des filles pour enfin les mutiler ou les tuer, ou celui qui utilise des engins explosifs improvisés pour tuer des gens qui ne lui ont fait aucun mal. Ça, c'est une question sur laquelle ceux qui continuent à dire que le Congo est dominé par la haine ethnique doivent réfléchir. Quant au groupe d'anciens génocidaires constituant le FDLR, il est évident que beaucoup d'entre eux sont déjà trop vieux pour poser une véritable menace au territoire rwandais. Mais les jeunes qui auraient succédé à leurs parents et oncles sont hantés par le Rwanda et se limitent aux activités mafieuses comme d'autres groupes rebelles dans la région. Comme je l'ai déjà expliqué devant cette illustre institution, le Rwanda a eu la liberté d'anéantir ce groupe à plusieurs reprises. 1. De septembre 1996 à juillet 1997, quand le commandant James Kabarebe était le chef de la force expéditionnaire rwandaise au Congo et plus tard chef d'état-major général de l'armée congolaise. Donc ça veut dire qu'il y a ici un officier rwandais qui est à la tête de l'armée congolaise. C'est ça la solution qui a été prise par les amis de M. Laurent Kabila, notamment M. le Président Kagame et M. le Président Museveni, qui ont mis un officier rwandais à la tête de l'armée congolaise. Donc, il avait toute une année, parce qu'il contrôlait toute la sécurité du Congo. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu donc, effacer la FDLR de la face donc, du Congo? Deuxièmement, il y a donc l'occupation du Nord Kivu par l'Ouganda pendant 5 ans, de août 1998 jusqu'à 2003, après donc l'accord de Sun City en Afrique du Sud. Et donc, à ce moment-là, le Rwanda a eu le contrôle du Nord Kivu via le Rassemblement congolais pour la démocratie, une structure qui était érigée par le Rwanda, comme aujourd'hui, le M23 est aussi notre structure qui est soutenue par le Rwanda. Et troisièmement, en patrouille conjointe avec le FARDC, sous le régime de Joseph Kabila, comme indiqué dans le mémorandum du 10 mars 2023, que notre gouvernement a mis à l'intention du Conseil de sécurité, le Rwanda et le Congo ont collaboré pour combattre le FDLR. D'ailleurs, dans le mémorandum du gouvernement congolais, vous lirez que c'est le FDLR, le FARDC, l'armée congolaise, qui a tué 2 des grands dirigeants du FDLR. Donc, le FDLR n'est pas notre ami, c'est notre ennemi, parce qu'ils sont là pour
ils sont en train de creuser nos minerais, donc ils sont entrés dans les activités mafieuses avec ceux qui veulent acheter nos minerais, et surtout les minerais stratégiques, et ils sont en train de violer nos femmes, ils sont en train d'utiliser le territoire congolais comme si c'était leur territoire. Donc nous ne sommes pas nécessairement les amis du FDLR comme beaucoup de gens semblent le croire. La question à poser est celle-ci. Pourquoi est-ce que la Rwanda Defense Force n'a pas anéanti le FDLR? En réalité, le régime rwandais a réussi à éliminer le FDLR comme une menace militaire pour son objectif principal de piller les ressources minières stratégiques de la RDC. Le Rwanda a besoin de garder le FDLR en vie comme le prétexte dont il a besoin pour envahir la RDC et continuer à piller nos ressources comme le coltan, l'or et d'autres ressources minières, animales et forestières. Tandis qu'il est correct que la RDC doit renforcer son État pour mieux protéger ses frontières et sa population, le Conseil de sécurité est responsable du maintien de la paix et la sécurité à travers le monde entier et de faire tout ce qui est possible pour que les États membres de l'Organisation des Nations Unies respectent les droits internationaux, y compris l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les États membres. Pour cette raison, la République démocratique du Congo demande au Conseil de sécurité de prendre les actions suivantes. 1. De prendre en compte les recommandations contenues dans le mémorandum du 10 mars 2023, lui adressé par le gouvernement de la RDC. 2. D'œuvrer en faveur de la mutation de la MONUSCO vers une véritable force de peacemaking, de redynamiser la FIB en renforçant son équipement et sa logistique. 3. D'appuyer le processus de Luanda et de Nairobi. 4. De renforcer les sanctions contre les terroristes ADF, MTM, Codeco, M23 et leurs animateurs. 5. D'exiger de tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour rejoindre le PDD-RCS. 6. De fournir un soutien plus accru au programme PDD-RCS. 7. De continuer à exercer et de maintenir une forte pression sur le Rwanda, ses troupes et son M23 jusqu'à leur retrait total et inconditionnel du territoire congolais. 8. L'agression est attestée. La charte de l'ONU a été violée. Le rapport du groupe d'experts est explicite. La RDC demande aux membres du Conseil qui continuent à hésiter de faire justice de se demander en condamnant sans ambiguïté le Rwanda. 9. D'exiger du Rwanda la réparation des préjudices causés aux populations congolaises, les pertes en vie humaine, on nous a dit aujourd'hui 10 millions d'habitants, les familles déchirées, les personnes déplacées de leur domicile. 10. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, les officiers de son armée, RDF, auteurs de violations et crimes pour l'agression et le soutien au mouvement terroriste M23. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'emblée, je voudrais féliciter la présidence mozambicaine de ce mois de mars au Conseil de sécurité des Nations Unies pour avoir organisé cette réunion. Et je me réjouis de la participation et du briefing fait par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO. Je salue également la participation à cette réunion des représentants permanents de la RDC et du Rwanda auprès des Nations Unies ici à New York. Monsieur le Président, depuis plus d'un quart de siècle, les règles élémentaires du droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme sont quelque peu observées à l'est de la RDC suite à une situation sécuritaire précaire consécutive à la présence des groupes armés terroristes et des forces négatives. La paix dans la région des Grands Lacs et en RDC devrait être une urgence absolue au regard des échéances électorales à venir qui exigent le rétablissement de la paix durable à l'est de la RDC. Pour tenter d'y répondre, la communauté internationale a fourni
et consenti des efforts énormes à travers le mandat de la MONUSCO, entre autres, pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC. Plusieurs missions ont été envoyées en RDC et comme vous l'avez certes remarqué lors de votre visite à Kinshasa et à Goma, au début de ce mois de mars 2023, c'est une évidence que les préoccupations sécuritaires subsistent avec comme conséquence une situation humanitaire qui appelle une action urgente et un résultat. À cet égard, le déploiement depuis quelques mois de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans le nord et sud Kivu, aux côtés des forces de la MONUSCO et des forces armées de la RDC, contribuera considérablement à rétablir la paix et la sécurité et ainsi diminuer les terribles souffrances des populations civiles à l'est de la RDC, plus particulièrement les femmes, les enfants et les personnes âgées. Même si beaucoup de défis restent à relever pour arrêter la continuité des hostilités et des attaques du M23 et pour la mise en œuvre effective des décisions de Luanda, et de Nairobi, quelques résultats positifs sont à signaler. Premièrement, il y a le round de dialogue intercongolais qui a été initié dans le cadre de la médiation de la communauté d'Afrique de l'Est et qui devrait se poursuivre avec tout le soutien de la communauté internationale. Deuxièmement, il y a l'annonce qui vient d'être faite du déploiement de 500 militaires angolais en RDC. Troisièmement, il y a les visites sur terrain, notamment la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies et la visite du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine en RDC, qui ont été très hautement appréciées. Quatrièmement, il y a la réunion de coordination du mécanisme conjoint pour la mise en œuvre du cessez-le-feu et le retrait du M23 qui s'est tenu le 2 mars 2023 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, président en exercice de l'EAC. Cinquièmement, enfin, il y a la réunion des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC qui s'est tenue du 23 au 24 mars 2023 à Bujumbura. En raison du caractère complémentaire des mandats de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC, je voudrais faire ici quelques observations. Premièrement, il est urgent de réactiver avec fermeté toutes les décisions antérieures prises lors des sommets de Nairobi, Luanda et Bujumbura, mais qui n'ont pas encore été respectées. Deuxièmement, il faudrait veiller à la bonne collaboration des forces régionales, de la MONUSCO, des forces armées de la RDC avec le nouveau contingent angolais pour éviter plusieurs pôles de commandement. Troisièmement, il y a une impérieuse nécessité pour les Nations Unies et pour l'Union africaine d'appuyer financièrement et logistiquement la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Et quatrièmement, il y a un besoin de renforcement du mécanisme de coordination institué par les réunions de Bujumbura entre les chefs d'état-major des armées de la force régionale auxquelles participe la MONUSCO. Et cinquièmement, il y a aussi un besoin de renforcement des systèmes de communication et d'information entre toutes les forces se trouvant à l'est de la RDC. En conclusion, les agendas politiques prévus à la fin de cette année en RDC, militant en faveur de soutien substantiel de la force régionale et des mécanismes de coordination, je voudrais réaffirmer l'attachement et le soutien du Burundi et de l'EAC au processus de Nairobi, de Luanda et Bujumbura, qui sont complémentaires et indispensables à la réalisation du mandat de la MONUSCO. Je vous remercie.